pendant les 20 premières années de ma vie, je pensais que l'écologie, c'était un truc pour les amoureux de la nature, des grands espaces, des animaux, ceux qui veulent sauver les dauphins. Bref, pas un truc vraiment pour moi, urbaine, plutôt contente de l'être. Et puis, il y avait plein d'autres causes qui me paraissaient prioritaires. L'injustice sociale, les conflits internationaux, la faim dans le monde, les scandales de notre système économique. Et puis, bien sûr, progressivement, j'ai compris que tout était lié. Les enjeux environnementaux les plus importants aujourd'hui, le changement climatique, l'épuisement des ressources, la chute de la biodiversité ou la gestion des déchets, eh bien, ces sujets, ils sont aussi politiques, économiques. Ils sont même surtout politiques, économiques. Et ils ont des répercussions sociales immédiates, en France, en Europe, partout dans le monde. Et puis un jour, j'ai visité un incinérateur. Et là, bam, le choc de la réalité, le choc des images. J'ai pu aller pas dans la fosse, mais voir la fosse, là où se déversent les camions poubelles, toutes les tonnes et les tonnes de déchets que nous jetons chaque année. J'ai pu jeter un coup d'œil par le hublot du four de l'incinérateur, là où on les brûle, ces tonnes de déchets. Et là, j'ai vraiment compris ce que le mot déchet voulait dire. Et ce que l'expression de société de consommation voulait dire aussi. Et l'écœurement, le rejet presque physique que ça pouvait provoquer. Et puis on m'a dit, lors de cette visite, que quand on mettait 1 tonne de déchets dans un incinérateur, il en ressortait 300 kilos sous la forme de mâche-fer, les résidus imbrûlés de l'incinération. 300 kilos. C'est quand même beaucoup. Et 300 kilos, c'est pas tout, parce qu'en plus, il y a les 30 kilos qu'on appelle les réfiums, les résidus d'épuration, de fumée, d'incinérateurs, d'ordures ménagères. Bref, parce que quand on met des déchets en mélange, des ordures dans un incinérateur et qu'on les brûle tout ensemble, évidemment, ça produit des émissions toxiques. Et on n'a pas envie de les laisser s'échapper dans l'air, dans l'environnement. Donc on les filtre, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais du coup, on se retrouve avec ces 30 kilos de résidus ultra polluants. Tellement polluants qu'il faut les stocker dans des installations spéciales pour déchets dangereux. Alors là, j'ai compris que moi qui pensais que c'était l'incinération, que c'était une technique d'élimination des déchets, ou c'est peut-être ce qu'on m'avait dit, eh bien, c'est peut-être pas du tout ça. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et en l'occurrence, on transforme des déchets qui n'étaient pas forcément toxiques à l'origine, les restes de repas, les épluchures, les emballages alimentaires, on les transforme en des résidus qui, eux, sont vraiment toxiques. Alors, on a 129 incinérateurs en France. C'est le plus gros parc en Europe. Mais on a aussi 250 décharges. J'ai bien dit décharges, hein, pas déchetterie. Pas là où on emmène ces déchets soi-même pour les trier consciencieusement. Non, je parle bien de décharges. Les décharges qu'on imagine plutôt dans les pays du tiers-monde. Il y en a encore en France, il y en a 250. Parfois à ciel ouvert, comme en Île-de-France. Et ces incinérateurs, ces décharges, ça coûte très cher. En France, on dépense 14 milliards d'euros chaque année pour le traitement de nos déchets. 14 milliards d'euros, on pourrait en faire des belles choses avec un budget pareil. Alors, peut-être que vous vous dites là, en ce moment même, que vous, de votre côté, vous triez. C'est déjà pas mal, en plus, c'est pas facile. Alors oui, bien sûr, trier, c'est indispensable. Ça permet de recycler les matières au lieu de les envoyer dans un incinérateur ou dans une décharge où elles seront inutilisables, ça c'est sûr. Mais recycler, c'est pas la panacée non plus, parce que le recyclage, tous les processus de recyclage sont consommateurs de ressources. D'eau, d'énergie, de matières premières vierges. Par exemple, le verre ou l'aluminium, c'est des matériaux qui se recyclent très très bien, quasiment à l'infini, mais par contre, il faut une énergie énorme pour monter la température lors du processus de recyclage. Autre exemple, celui du papier. Là, c'est l'inverse. Ça ne se recycle pas éternellement, le papier. En Europe, on a une moyenne de 3 à 4 cycles de recyclage, mais au-delà, la fibre de papier n'est plus de qualité suffisante. Bref, voilà, le recyclage, c'est indispensable, mais ce n'est pas l'objectif en soi. L'objectif en soi, c'est des logiques vraiment circulaires, la réutilisation par exemple. Et ces logiques vraiment circulaires, on peut tous les mettre en œuvre à son niveau, chez soi, quotidiennement. Je voudrais prendre 2 exemples. Alors le premier, vous le connaissez tous, c'est celui du sac réutilisable. On en a tous un, voire plusieurs, voire beaucoup trop à la maison, qu'on utilise de manière plus ou moins automatique. Mais on peut aller encore plus loin.
On peut aller plus loin, par exemple, en disant aux commerçants, lorsqu'ils nous mettent d'autorité nos achats dans un sac, en disant non merci, c'est bon, j'en ai un, je n'en ai pas besoin. C'est pas si facile. C'est pas si facile, mais c'est un vrai message à faire passer aux commerçants, mais aussi à toutes les autres personnes qui sont autour. Le message, c'est pas que je veux pas payer ce sac parce qu'il coûte maintenant 20 centimes ou 30 centimes. Non, le message, c'est que je ne veux pas gaspiller cette ressource. Le deuxième exemple, c'est aussi un exemple de notre quotidien. Ce sont les déchets organiques. Les déchets organiques, c'est 1/3 de notre poubelle. Donc c'est vraiment considérable. 1/3 de notre poubelle qui, aujourd'hui, finit généralement à l'incinérateur ou en décharge. 1/3 de notre poubelle qui, pourtant, est constituée de nutriments qui pourraient venir enrichir les sols, enrayer l'appauvrissement de nos sols. Et en fait, on pense souvent que le compost, puisque c'est ça dont il s'agit, que le compost, ça n'est possible que quand on a un jardin. Et en fait, non. N'importe qui, tout le monde, peut composter, même quand on habite en appartement. C'est mon cas. Grâce au lombricompostage. Le lombricompostage, c'est du compost à l'aide des lombrics, des vers de terre, qui digèrent et mangent les déchets organiques. Ça, c'est celui qu'on a au bureau. Avec mes collègues, on composte les déchets de préparation de nos repas tous les midis. Vous voyez, c'est pas complètement dégoûtant, c'est pas très encombrant, c'est grand comme ça. Ça tient dans un coin de cuisine ou sur un balcon quand on en a un. Et ça change complètement les choses. Et si on ajoute les petits éco-gestes du quotidien, le fait d'essayer de limiter le jetable, de privilégier le réutilisable, et puis le fait de composter, on peut facilement réduire sa poubelle de moitié. Et imaginez que tout le monde réduise sa poubelle de moitié. On n'aurait peut-être plus besoin de ces 129 incinérateurs et 250 décharges et toutes leurs conséquences environnementales. Alors on me dit souvent que c'est bien, tout ça, mais ça va détruire des emplois. Alors oui, ça va peut-être détruire des emplois, mais la bonne nouvelle, c'est que ça va en créer beaucoup plus même. Pour un emploi dans les industries dites d'élimination, parce qu'on a bien vu que ce n'était pas de l'élimination, pour un emploi dans ces industries-là, on peut en créer jusqu'à 10 dans les industries du recyclage et jusqu'à 100 dans toutes les activités liées à la réduction à la source des déchets. Par exemple, les métiers de la réparation. En Europe, un récent rapport paru il y a quelques semaines par le Bureau européen de l'environnement a même montré qu'on pouvait créer jusqu'à 850 000 emplois dans les prochaines années en développant le recyclage, le réemploi, la réutilisation. Ça reviendrait à redonner un emploi à 1 jeune sur 6 aujourd'hui au chômage en Europe. Alors les petits efforts qu'on peut faire, nous, chacun à l'échelle individuelle, c'est bien, c'est indispensable, mais ça ne remplace pas évidemment l'action collective et l'action publique, puisque c'est les collectivités locales qui ont la compétence de traitement, de collecte, de traitement, de gestion des déchets ménagers. Et certaines collectivités en Europe se sont déjà emparées du sujet, du problème. Elles se sont lancées dans des démarches zéro waste. Zéro waste, ça veut dire zéro déchet, mais aussi zéro gaspillage. Parce que le mot waste en anglais, il a ces deux significations, et elles sont très très importantes. Alors, une démarche zéro waste, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire de mettre la priorité numéro 1 sur la réduction des déchets, de tout mettre en œuvre pour réduire les déchets à la source. Et pour ça, il faut la participation de tous, des citoyens, des élus, des commerçants, des entreprises, des écoles, les collèges, les lycées. Bref, il faut que toutes les composantes de la société s'y mettent et travaillent ensemble. À Capanori, en Italie, les habitants ont réussi ce tour de force. Ils ont réussi à réduire de 80% leurs déchets. 80%. En faisant des choses simples finalement. En collectant de manière séparée les biodéchets, les déchets organiques, en ouvrant des magasins de vente en vrac, c'est-à-dire sans emballage, en multipliant les ateliers de réparation ou les magasins de seconde main. Bref, plein de choses qui ne nécessitent pas des investissements de dingue, qui nécessitent surtout de l'énergie, de la bonne volonté, du bon sens. Et 80%, c'est un chiffre qui fait rêver déjà pas mal d'élus locaux, tant le budget de traitement des déchets pèse sur le budget des collectivités locales. On peut se dire que le zero waste, c'est très chouette, ça donne envie, ça a l'air efficace, mais ça ne marchera jamais en France.
parce que les Français sont indisciplinés, que c'est pas dans leur culture, qu'on n'a pas une conscience écologique aussi développée que nos voisins européens, etc., etc. Ben moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'on a, nous aussi, des pionniers, des innovateurs qui, un peu partout en France, lancent des initiatives pour réduire les déchets. Des entrepreneurs, par exemple, à Lyon, à Lille, Nantes, Paris, Bordeaux, en ce moment même, il y a des entrepreneurs qui sont en train de monter des magasins sans emballage, des magasins de vente en vrac. Et puis, je ne suis pas d'accord non plus parce que je ne veux pas croire qu'il s'agit d'une question culturelle. Bon, déjà, la preuve, c'est que les meilleurs exemples, les pionniers, ceux qui montrent l'exemple à toute l'Europe, ce sont les Italiens et les Européens. Donc, on ne nous dira pas que c'est les pays latins qui ne peuvent pas s'y mettre. Et puis aussi parce que finalement, cette question culturelle, c'est une très bonne excuse. Enfin, c'est une excuse au niveau individuel pour se dédouaner des efforts qu'on peut faire. C'est une excuse aussi au niveau collectif et pour les décideurs politiques, économiques. Est-ce qu'on a vraiment tout mis en œuvre en France pour que les Français soient des champions du tri et des champions de la réduction des déchets? Je ne suis pas sûre. Est-ce qu'on a, par exemple, harmonisé les couleurs des poubelles, tout simplement, partout en France, pour que quand on déménage, on ne soit pas obligé de tout réapprendre? Est-ce qu'on a mis en place des incitations économiques réelles pour que le jetable soit au prix de son coût environnemental réel? Non, pour moi, on n'a pas tout essayé. Et tant qu'on n'aura pas tout essayé, on ne pourra pas dire que le combat est perdu. Et en plus, ça peut aller très vite. Je ne vous parle pas d'un horizon à 20 ou 50 ans. Je vous parle d'un horizon beaucoup plus court. À Guipúzcoa, par exemple, au Pays basque espagnol, c'est 710 000 habitants de la province qui ont réussi à inverser la tendance en moins de 2 ans. Ils envoyaient 70% de leurs déchets à l'incinérateur ou en décharge, et maintenant, ils en évitent ou en recyclent 70%. Donc c'est la preuve qu'on peut avancer vite et bien. Alors si vous pensez qu'on pourrait utiliser d'une meilleure façon ces 14 milliards d'euros qu'on investit dans le traitement des déchets, si vous avez mal au cœur de mettre vos épluchures à la poubelle, si vous pensez que ce n'est pas logique, tout simplement, de polluer pour dépolluer, devoir se soigner, et qu'on ferait mieux de changer un petit peu nos habitudes, nos comportements pour s'éviter tous ces risques, vous pouvez rejoindre le clan des optimistes, des ambitieux. Parce que zéro waste, zéro déchet et zéro gaspillage, ça peut être pour demain, si vous le voulez. Merci.